Salut, comment ils vont? Moi ça va, écoute, ma dernière vidéo elle a très bien marché à mon échelle, merci beaucoup, merci à vous. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler de l'avant-dernier bouquin de Jean-Philippe Jarowski, on va parler de Henriette à la fac des sorciers, la conclusion d'une trilogie post-apocalyptique techno-mystique française, un roman chelou qui parle d'une corneille, et un peu de voyage galactique. Alors on a lu quoi en juin? On a lu Le Chevalier aux épines, le tournoi des preux, le premier tome du Chevalier aux épines, mais avant de vous parler de Jarowski, il faut que je vous parle de Christopher Nolan. Le lien arrive, t'inquiète pas. Christopher Nolan, c'est mon réalisateur préféré. Ça fait une grosse dizaine d'années que c'est le cas. Je me souviens parfaitement de ma première rencontre avec un de ses films. C'était le phénoménal Inception. En fait, j'avais regardé ça avec un pote sur un tout petit lecteur de DVD portable qui rendait pas du tout justice au spectacle proposé. Mais j'avais quand même été estomaqué. Tellement estomaqué que je manquais de mots pour définir ce que j'avais vu. Et c'est un truc qui va revenir dans les films de Christopher Nolan. Je me suis fait toute sa filmographie très rapidement. Et un grand nombre de ses films se sont immédiatement classés dans mes films préférés. Memento, The Dark Knight, Dunkerque, Tenet et surtout Interstellar, mon film préféré, celui qui est vraiment tout là-haut. En bref, j'attends tous ces films avec impatience et trépidation. D'ailleurs, Oppenheimer, c'est génial, mais surtout avec des standards très hauts. Je ne voulais pas être déçu et j'en attendais forcément énormément. Et bah le lien est là. En fait, il y a que deux auteurs littéraires dont j'attends les œuvres aussi impatiemment que les films de Christopher Nolan. Alain Damasio et Jean-Philippe Jarowski. Alain Damasio, on en parlera un jour, mais pas très productif. Par contre, il y en a un qui est très productif, c'est Jean-Philippe Jarowski. Tout ce préambule, c'est pour vous faire comprendre à quel point j'attendais la sortie de son dernier roman, Le Chevalier aux épines. Et donc, c'est publié par Les Moutons Électriques en 2023. Le roman, avec une couverture. Le roman, il se déroule dans l'univers du Vieux Royaume. C'est un univers dans lequel prennent place ces deux recueils de nouvelles intitulés Janou Avera, Introduction au Royaume, et Le Sentiment du Fer, mais aussi son chef-d'œuvre, Gagner la guerre. Donc, c'est un univers de fantasy tout bonnement incroyable qui explore les différentes tropes de ce genre littéraire, et plus particulièrement l'héroïque fantasy. Genre, Gagner la guerre, par exemple, ça se déroule dans un univers style Italie Renaissance, alors que Le Chevalier aux épines, ça se pose plus dans un contexte de roman de chevalier à proprement parler, genre littéraire qui était très à la mode entre le 11e et le 13e siècle. Donc dans ce roman, on compte l'histoire d'Eden de Vaumassel, le chevalier aux épines, qui est un sale traître que tout le monde veut flinguer. Bah ouais, en fait, la duchesse Auderle, elle est condamnée pour adultère, et Edan, il est même pas venu la défendre, le gougnafier. Donc pour rétablir l'honneur de la dame, il y a une joute, une espèce de tournoi qui va être organisé. Cette joute, elle va être bien plus politique qu'elle n'y paraît, elle va pas se dérouler comme prévu. Les attentes étaient énormes donc, et alors le résultat, je suis globalement ultra satisfait, mais si je dis ça, c'est forcément qu'il y a une réserve. En fait, Jarowski, il pose très doucement ses pions. Et il a raison, parce qu'au final, il y a 3 tomes, il n'y a pas besoin de se presser, quoi. Mais cette douceur, associée avec un vocabulaire extrêmement recherché, très désuet et très charmant, mais plutôt complexe à prendre en main en début de roman, ça nous donne un récit qui est un poil trop bavard et qui avance très lentement. Jarowski, il est très fort, il le sait, il nous le montre, et tu vas faire quoi en fait? Et puis, il nous cale des incartades avec un personnage mystérieux qui se passe des années après les événements décrits par le bouquin, et ça, c'est délicieux. Et dans sa seconde partie, la narration accélère, même si l'intrigue un peu moins, et le talent de Jarowski force le respect. La description des joutes, le tournoi et tout, c'est une vraie dinguerie. Le maître cuisinier qu'est Jarowski nous sort son meilleur plat et on est ébahi forcément. Le cliffhanger de fin, il est tout aussi délicieux, et c'est évidemment ma recommandation du mois. Et comme les films de Christopher Nolan, il me faut un peu de temps pour dépasser le fait que c'est pas immédiatement un chef-d'œuvre à mes yeux, mais que ça le devient avec le temps, comme un bon vin. On a lu La 9e maison, qui est écrit par Leigh Bardugo, et c'est publié en France en 2020 par la maison d'édition de Saxus. C'est le premier tome d'une supposée saga qui voit son second tome publié cette année. Je connaissais pas Leigh, ni La 9e maison par ailleurs. C'est un bouquin qui m'a été conseillé par une pote. Il avait noté 5 étoiles sur 5 sur Goodreads, donc la pression. Quand ton nom il est aussi gros que le titre, c'est que c'est pas trop mal, non, je suppose. Et apparemment, il va même y avoir une série produite par Amazon Prime. Voilà. La 9e maison, ça se passe dans la prestigieuse université d'Yale. En Scred, la faculté, elle est composée de 8 maisons là, qui ont chacune une spécificité magique. Il y a genre la nécromancie, la magie des mots, l'anthropomorphisme, des bails du genre quoi. Et il y a une 9e maison, la 9e maison, qui surveille les 8 autres pour pas qu'elles fassent de conneries. Et donc dans ce contexte, on a le personnage d'Alex Stern, qui est une jeune femme qui est bien galérienne, bien traumatisée là, et qui a la particularité de voir les fantômes. Elle va intégrer cette 9e maison et être formée par le beau gosse d'Arlington, sauf que le bouc va disparaître. Et puis en plus, Alex, elle va se retrouver avec une enquête pour meurtre sur les bras, et vont s'en découler des complots, des machins, des trucs, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pense de La 9e maison? C'est franchement pas mal. Déjà, l'héroïne, Alex, elle est vraiment cool dans son genre irrévérencieux, animal blessé, colérique. On prend plaisir à suivre son évolution dans ce roman assez initiatique. La mythologie du bouquin, les différentes maisons, c'est assez chambé aussi. L'auteur, ça sent qu'elle a vraiment taffé pour construire un univers cohérent, et ça fait plaisir. Pourtant, c'était pas gagné. Ouais, parce que en fait, la traduction, elle m'avait grave refroidi, en raison d'un procédé narratif que je déteste
déteste et dont il faut que je vous parle. Ça s'appelle la prolepse. J'ai découvert le nom en cherchant sur Wikipédia. Donc, Wikipédia qui définit la prolepse comme ceci. C'est une figure de style par laquelle sont mentionnés des faits qui se produiront bien plus tard dans l'intrigue. Globalement, la prolepse permet de transporter le lecteur dans un autre moment de l'histoire en sautant une étape chronologique par une ellipse provisoire. Donc là, globalement, ça se traduit par on chope un moment futur pour le mettre en tout début et pour attiser l'attention du lecteur. Sauf que je trouve que c'est un outil qui est beaucoup trop facile, qui manque grave d'imagination. C'est une façon bien trop simple d'attraper le lecteur, de lui dire t'inquiète, ça va devenir une dinguerie, et puis regarde, je te le mets dès maintenant. En fait non, conduis-nous à ce moment de manière linéaire, tu vois, genre intrigue-nous par les petits indices que tu peux disséminer dans ta narration pour en venir à ce moment-là, quoi. Mais bon, voilà. Donc, globalement, c'est top. On a lu La Cité nymphale, c'est écrit par Stéphane Beauverger et c'est publié par la maison La Volte en 2006. La Cité nymphale, c'est le tome final d'une trilogie débutée un an auparavant en 2005 avec Chromozone et qui continue la même année avec Les Noctivores. Les Noctivores, dont on a parlé dans la vidéo du mois de mars, que je vous mets là-haut, je sais plus où c'est, voilà. Stéphane, pour moi, c'est surtout, et ça reste, l'auteur du formidable Le Déchronologue, roman mêlant piraterie et voyage dans le temps, qui reste un de mes romans favoris, et dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps. Donc, la trilogie Chromozone, pour reprendre rapidement, c'est un récit post-apocalyptique assez exigeant dans lequel un virus militaire a corrompu tous les systèmes informatiques, qui a contraint l'humanité à se refermer sur elle-même et à s'organiser en micro-société. Le virus, il mute ensuite pour infecter les humains, les transformant en zombies malléables et ultra violents. Et dans ce marasme chaotique, il y a une poignée d'humains qui vont tenter de rétablir une certaine paix. Déjà, on pensait quoi des deux premiers tomes? Ils étaient remplis d'un potentiel vraiment ouf, mais plutôt frustrant dans leur exploitation. La trilogie, elle oscille sur un paradoxe, et elle sait pas trop où se placer, entre prose chaotique, vraiment magnifique, et passage verbeux, technico, imbuvable, on sait pas sur lequel pied danser. Le tome final, il est dans la même lignée, mais il reste un peu le tir, on se concentre un peu moins sur des personnages relous, on recentre les enjeux, et la conclusion, elle est aussi belle que déprimante. Mais ouais, au final, j'ai lu quelque part que on avait du mal à trouver un récit quand le parcours des personnages est décousu, et je suis assez d'accord au final, quoi. D'autant plus que dans un postulat comme ça, le virus, machin, ça compte beaucoup quand même. On a lu Kra d'Arduchêne dans les ruines de Limir. C'est écrit par John Crowley et c'est publié en 2020 par les éditions La Talente. Tu vois, je suis un peu en quête de découverte. J'ai tendance à lire tout le temps les mêmes auteurs et quand j'en découvre un et que j'aime ce qu'il fait, je lis tout rapidement et je vais pas voir ailleurs, quoi. Globalement, je reste dans ma zone de confort. Et là, je suis allé à la bibliothèque, j'ai chopé le bouquin, j'ai eu la 4ème de couverture, je me suis dit ça a l'air chambé. Feu, je l'ai pris. La préface m'informe que John Crowley, c'est un roi de la fantasy / science-fiction qui a reçu le prix World Fantasy du meilleur roman, qui a même pas récompensé Susanna Clarke pour Piranèse ou Stephen King pour 22 novembre 63. Donc je t'ai dit, c'est sûr, c'est un banger. Kra d'Arduchêne dans les ruines de Limir, c'est l'histoire chelou d'une corneille nommée d'Arduchêne. Et les deux particularités de cette corneille, c'est qu'elle est plus ou moins immortelle et qu'elle peut passer du monde des vivants à celui des morts. Plus ou moins immortelle parce que, en vrai, elle peut mourir, c'est juste qu'elle va se réveiller dans une autre période de temps, toujours avec ses souvenirs et ses sensations. Cette corneille, elle va nous accompagner à travers les époques, des autochtones d'Amérique jusqu'à un futur détruit par la pollution, en passant en particulier par la guerre de sécession. Et tout ça avec son témoignage, avec son œil d'oiseau. Alors, banger ou pas banger? Pas banger, et même pas banger du tout. Attention, c'est pas vraiment mauvais, bien au contraire. Le début, il relève toutes les promesses. Ça se passe du point de vue de cette corneille, et c'est très bien géré en vrai, tu vois. La narration, elle est très différente, sans vraiment que John Crowley, il a voulu créer quelque chose, et au début, il a réussi. Sauf que, ça s'essouffle ultra rapidement. Au bout de 50 pages sur les 600, on en a déjà marre de ce point de vue, parce que c'est marrant 2 minutes, quoi, mais surtout un roman, on tourne grave en rond. Surtout que l'intrigue, c'est toujours la même chose. En fait, d'Arduchêne, la corneille, elle va tomber sur des humains, elle va s'attacher à eux, elle va les accompagner dans l'autre monde, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est dommage parce que c'était vraiment prometteur. On essaiera de lire un autre roman de John Crowley parce que je m'en voudrais de passer à côté d'autres choses à cause de ce roman, quoi. Pour finir, on a lu Les Chants de la Terre lointaine. Voilà, c'est écrit par Arthur C. Clarke et c'est publié en 1986 en France par Albin Michel. Là, on a une édition, je pense que c'est la seconde édition par Brajlon avec une couverture en espèce de simili-cuir, très sympa. Je parle pas souvent du travail éditorial, pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire, mais quand il y a des couvertures chambées, il faut le dire, quoi. Arthur C. Clarke, c'est l'un des pères de la science-fiction moderne. Il fait partie du Big Three avec Isaac Asimov et Robert A. Heinlein. Il est surtout connu auprès du grand public pour 2001 l'Odyssée de l'espace, projet qu'il a fait en commun avec Stanley Kubrick, qui a été publié en 1968, mais qui a eu son film sorti la même année. Et donc Kubrick a fait un film fondateur et révolutionnaire de la science-fiction. Alors, Les Chants de la Terre lointaine, c'est un roman qui est bien plus chill que 2001 l'Odyssée de l'espace, qui par ailleurs est une trilogie dont la qualité diminue très rapidement. Et diminue très rapidement. Enfin oui mais non. Oui, ça s'étiole en qualité, mais non. C'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Il y a un 4ème tome qui est sorti 10 ans plus tard, en 1997, et qui s'intitule 3001 l'Odyssée finale. Voilà.
Les champs de la Terre lointaine, ça part du postulat suivant. Les physiciens de notre époque découvrent une anomalie à propos de la gravité du Soleil. Le temps de la Terre est limité, on connaît sa date de péremption, et l'humanité est informée de cette date et va concentrer ses efforts dans la sauvegarde de l'humanité, par exemple en envoyant d'autres vaisseaux coloniser des planètes viables. Et donc 3 millénaires plus tard, lorsque le dernier vaisseau de l'humanité part d'une Terre sur le point d'être détruite, le vaisseau va devoir faire escale sur la planète Thalassa, qui est une planète paradisiaque qui a été colonisée des milliers d'années auparavant, et dont les êtres humains se sont développés pacifiquement. Les champs de la Terre lointaine, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt tranquille, même si on aborde la fin du monde. Les thématiques, elles sont intéressantes, tant au niveau de la science-fiction que globale, quoi. La fin du monde, le voyage interstellaire, la colonisation, la vie extraterrestre. La fin du monde, la narration, elle est sympa. Tu vois, genre, un chapitre sur deux, c'est le présent narratif, donc l'exploration de Thalassa, la rencontre entre les habitants de Thalassa et les passagers du vaisseau. Et l'autre chapitre, ben, c'est un retour sur ce qui s'est passé, sur comment la Terre s'est organisée pour envoyer des vaisseaux, sur la colonisation des autres planètes. Voilà, c'est sympa. On n'est pas sur le plus grand bouquin de l'univers non plus, mais bon, franchement, c'était cool. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram et TikTok, où je fais un contenu différent, mais pareil. Le mois prochain, on va parler d'un classique de la science-fiction, d'un autre classique de la science-fiction, mais par le même auteur, du plus vieux roman que j'ai jamais lu, des États-Unis bien crade, bien sale, et puis encore de la fin du monde. Alors à bientôt.